Bonjour tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle qui est sorti déjà il y a un certain temps, mais que je n'avais pas. C'est l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astrop. C'est aux éditions d'Hervy en version française. Puisque c'est un jeu qui était d'abord sorti aussi en version anglaise. On a une boîte en dur avec une ouverture façon tiroir comme ça, où vous allez avoir une forme en plastique qui est amovible, où normalement vous pouvez ranger les cartes, et puis un livret, voilà, que vous pouvez placer dessus avant de fermer. Donc par rapport à cette boîte, évidemment elle est solide. Après, je ne suis pas forcément fan des deux compartiments pour ranger les cartes. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas si la boîte, je la garderai éternellement. Bien qu'elle soit solide, c'est quand même pas trop mal. Je sais pas. En tout cas, le jeu en lui-même, je ne le garde pas dans la boîte. Parce que je me connais que quand il y a trop d'étapes, quand c'est ouvrir la boîte, virer le bouquin, chercher les cartes au fond, j'y vais pas. Donc, du coup, je les ai mises dans un petit pochon en organza et elles sont sur ma petite étagère des jeux du moment au-dessus de mon bureau. Donc, pourquoi est-ce que j'ai acheté cet oracle? Déjà, je vous dis un petit peu le contexte. Depuis un certain temps, je me rends compte quand même que j'ai une attirance particulière pour les jeux qui ont un aspect un peu vintage ou un peu ancien. Alors évidemment, j'ai aussi des jeux modernes, hein, j'ai pas que ça dans ma collection. Mais voilà. Et c'est vrai que celui-ci, ça fait un petit moment que je le regarde parce que sur Instagram, je trouve qu'il rend super bien. Je sais pas, je trouve que c'est un jeu qui est très photogénique, il est tout à fait charmant. Voilà, j'aime beaucoup la palette de couleurs aussi, on a des couleurs assez douces. Et voilà, donc ça c'est la première chose, c'est par rapport à l'esthétique un peu vintage du jeu. Et la deuxième chose, c'est parce que cette année, je me penche sur le Béline. Et donc, n'ayant pas de base en astrologie, voilà, je me suis dit que ça pourrait pas faire de mal. Donc, j'ai acheté ce jeu. Donc, j'ai classé les cartes de différentes manières en petits tas pour pouvoir vous expliquer un petit peu la composition des cartes. Donc, on a 12 cartes dans chaque tas, dans chaque famille, en quelque sorte. Et elles sont classées par planète. Donc, ici, en jaune, c'est le soleil. Donc, je vous montre le petit symbole qui représente le soleil. En mauve, ici, c'est la lune. Si elle est facile à reconnaître. En rouge clair, on va dire, c'est donc Mars. Ensuite, en gris, nous avons Saturne. En bleu clair, nous avons Jupiter. Ensuite, en vert, nous avons Vénus. Et en jaune, jaune pâle, ici c'était jaune orangé, là c'est jaune pâle, nous avons les cartes sous l'influence de Mercure. Donc ça c'est pour les familles. Et donc on peut constater que toutes les cartes qui sont avec le soleil ont donc toutes la même mise en page, c'est-à-dire qu'on va avoir un espèce de demi-cercle en haut avec quelque chose dans ce demi-cercle et puis une autre image en dessous. On remarque aussi que toutes les cartes du soleil ont la bannière de la même couleur. Donc voilà, se référer à la bannière, c'est peut-être la manière la plus facile si vous souhaitez les classer pour les remettre dans l'ordre. Ensuite, celles qui sont régies par la lune, donc voilà, c'est la bannière mauve hein, pour toutes ces cartes. Et on va avoir 2 tiers de l'image en haut, une séparation et 1 tiers en bas. Voilà, vous voyez. Hop. Pour celles donc régies par Mars, on a
on a une séparation en 3 de l'image, hein, donc 2 petites parties en haut et une partie plus grande en bas. Il se peut que voilà, ça déborde dans les cadres, mais en tout cas, on a toujours ce même cadrage, on va dire, de l'image. Ensuite, donc en gris, on a dit que c'était Saturne, donc c'est à peu près moitié-moitié hein, au milieu de la carte. Voilà pour toutes. Je vous les remontrerai plus tranquillement tout à l'heure. Hein. Ensuite, pour Jupiter, donc on a un losange au centre et puis des petites choses dans les coins. Hein, donc on retrouve le losange, voilà, plus ou moins mis en évidence partout. Ensuite, pour Vénus, on a une illustration pleine page, hein, qui prend toute la carte. Et pour Mercure, c'est coupé en diagonale en 2 parties. D'accord? Donc, du coup, vous avez à la fois la bannière de couleur et la disposition sur la carte qui vous permet de savoir en quelle planète vous êtes. Ensuite, quand on regarde, on a des numéros en haut des cartes. Donc, si je ne me trompe pas, ça va correspondre à la maison. Première maison, deuxième maison, etc. en astrologie. Et ensuite, on va avoir en bas, dans la petite case ici, le signe dans lequel se trouve la planète. Donc, par exemple, ici, c'est Soleil en Verseau. Et donc, c'est la 11e maison. Si je prends celle-ci, c'est la Lune en Taureau dans la 2e maison. Ici, c'est Mars en Capricorne, il me semble. Ensuite, Saturne en Poisson. C'est pour vous donner des exemples. Jupiter, toujours en Poisson. Vénus en Capricorne. Et Mercure en Balance, par exemple. D'accord? Donc, en fait, tout ça vous est expliqué dans le livre qui est vraiment très bien pensé, bien conçu. Donc, vous allez avoir une petite introduction qui vous explique un petit peu la naissance de l'astrologie et tout de suite, voilà, vous rentrez dans le langage, les symboles. Donc, ils sont en couleur, hein, donc c'est facile de les retrouver rapidement dans le livre, hein, juste en feuilletant comme ça, hop, on les voit ressortir facilement. Donc voilà, vous avez les signes astro, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, et donc les planètes, hein, donc on retrouve dans la petite case à gauche des cartes. Ensuite, vous avez les maisons, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc la première maison, la personnalité, l'expression de soi. La deuxième, le monde sensoriel, les biens matériels. La troisième, les capacités mentales, la communication. La quatrième, la maison, la famille et la protection. La cinquième, la créativité, l'amour, l'enthousiasme. La sixième, le travail, l'efficacité, la santé. La septième, les relations, les partenariats. La huitième, les perceptions communes, la connaissance de soi. La neuvième, les connaissances, les croyances et l'éthique. La dixième, les réalisations dans le monde. La 11e, les amis et la communauté. Et la 12e, les dimensions spirituelles et mystiques. Voilà. Ensuite, on vous remet les fonctions ou actions des différentes planètes. Donc pour Mars, c'est l'action. Pour Vénus, le désir, posséder. Mercure, le besoin de savoir. Moi, je mettrai aussi la communication dedans. La Lune, la réceptivité, prendre soin. Le Soleil, force vitale, volonté de réussir. Mercure, ah bah oui, on est à nouveau, ok, la nécessité de se perfectionner. Vénus,
Ah oui, d'accord, oui, on a plusieurs choses. Enfin bon, voilà. Vous avez déjà les petites informations sur les planètes et aussi des fois sur les... Comment ça s'appelle? Les signes. Donc, première façon de faire, c'est prendre la planète, le signe et puis la maison, combiner les trois et voir quel message ça forme. Donc ça, c'est un petit peu comme un système, voilà, un peu comme le système de mots-clés du Lenormand. On combine tout ça et on essaye d'en faire quelque chose. Donc par exemple, soleil, scorpion, troisième maison, volonté de réussir, passion, maîtrise de soi et acuité mentale, communication. Et on vous explique comment développer. Donc ça, pour l'instant, c'est pas quelque chose avec lequel je suis forcément très à l'aise, qui me vient très naturellement. Ensuite, cette planète, donc vous avez voilà, une petite présentation succincte des différentes planètes, mais efficace. Ensuite, donc les maisons astrologie. Voilà, donc qui sont placées ici voilà, en astrologie horaire. Bon, ok. Donc, on vous parle un petit peu plus des maisons. Vous avez des informations sur les différents signes, avec à chaque fois donc les dates, l'élément qui est associé, la planète dominante qui est associée, et puis une pierre précieuse. Donc moi par exemple, je suis Gémeaux, donc c'est associé à l'élément air. La planète maître, c'est Mercure, et la pierre précieuse associée, c'est l'aigle marine. Voilà. Donc ces associations, d'ailleurs, pierre et cygne, sont des associations qui peuvent aussi des fois un petit peu varier d'un ouvrage à l'autre. Il n'y a pas qu'une seule pierre pour chaque signe. Voilà, mais en tout cas ici il y en a une de proposée à chaque fois. Donc ensuite on vous parle plus des cartes de l'oracle. Donc c'est ce que je vous montrais au niveau de la disposition. Ça permet de reconnaître voilà, où sont les maisons. Et puis ensuite on passe à l'interprétation des cartes. Donc la série de la fortune associée au soleil. Donc on a hop, une petite intro sur cette série. Les métiers du soleil, les correspondances du soleil. Donc ça peut être intéressant pour, voilà, pour utiliser de manière divinatoire. Et puis ensuite, on va retrouver à chaque fois donc un mot-clé associé à la planète, un mot-clé associé au signe. On vous donne donc, on vous explique ce qui est marqué dans la petite bannière du bas, donc soleil en bélier par exemple. Le mot-clé qui est sur la carte, une brève description de ce que l'on a dans l'image. Et puis ensuite, quand on a ici ce qui est marqué personnel, bah, ça va nous parler un petit peu de la psychologie de la personne quand dans son thème astral, on va retrouver par exemple le soleil en bélier, ou si pour caractériser cette personne, vous avez pris une carte et que ça vous sort ça. Alors souvent, il y a un petit paragraphe à la fin de cette première partie. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique que, donc il va montrer un petit peu quel est l'état du consultant par rapport à un tirage. Et puis ensuite on a des propositions d'événements, alors plus ou moins longues. Voilà, je trouve que c'est plus ou moins facile de faire le lien avec ce qui est marqué sur la carte, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, j'ai l'impression que à moins de vraiment potasser à fond le petit livret, tout ce qui est marqué dedans ne coule pas de source forcément. Voilà, donc ça c'est ma première impression. Donc on a ça pour chacun des signes, Mars, la série de l'action, Jupiter, la série du gain, Saturne, la série de l'ambition,
etc. Donc voilà, le livre est quand même super intéressant, super complet. Après, voilà, ça demande vraiment du temps pour l'étudier. Et la manière dont ça apparaît dans le tirage, c'est pas forcément toujours la manière qui va me parler le plus à moi avec l'oracle. Mais en tout cas, voilà, je pense que plus vous avez connaissance de ce qui est marqué dedans, plus vous pouvez avoir des interprétations riches de cet oracle. Je pense qu'il peut faire pas mal de choses. Je pense vous pouvez très bien l'utiliser en divinatoire. Mais aussi en carte de clarification, ça doit être vraiment bien pour les tirages. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là, ou pour orienter, ajouter une petite couche supplémentaire à votre tirage, ou en psychologique, hein, comme je vous disais, pour voilà, caractériser une personne. Ensuite, donc, on a des propositions de tirage. Donc, on a le tirage de la révolution solaire en 3 cartes. Avec un exemple ici qui est expliqué, donc ça c'est bien. Donc ça peut vous expliquer un petit peu aussi comment faire votre thème astral et exploiter votre thème astral en fait. Hein. Ou nos roues de l'année aussi, pourquoi pas. Donc le tirage horaire. Hop, donc on vous explique aussi avec un exemple. Donc voilà, on a pas mal de tirages. Tirage du grand trigone. De la croix cardinale. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà pour le contenu du livret. On regarde les cartes de plus près. Donc je vais commencer avec celles qui sont donc de la maison du soleil. Donc je vous en ai pas parlé, mais les cartes ont un fini brillant. Voilà, je pense que voilà, vous pouvez le voir là. Elles ont une épaisseur tout à fait correcte. Hein. Le carton il est acceptable. Alors le côté brillant, c'est pas forcément ce que je préfère parce que comme j'aime bien utiliser une caméra des fois ou avoir un éclairage, j'ai souvent un éclairage artificiel aussi à côté. Donc du coup, c'est vrai que ça peut faire des reflets qui sont pas toujours très très agréables. Par contre, le côté positif, c'est qu'on a une impression d'avoir des cartes plutôt résistantes et que ça fait joliment ressortir les couleurs, quoi. Elles sont pas fades. Peut-être qu'avec Infinimat, le jeu aurait eu une apparence plus fade. Ça, c'est possible. Donc, je vous propose de grossir un petit peu, voilà, ici. Et puis, on va regarder les cartes. Hop. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est tous ces dégradés, vous voyez, du orangé au jaune, au rouge, etc. Dans les différents tons de bleu, voilà, c'est des choses que je trouve très, très jolies. Donc, affirmation, endurance, les acquisitions. Voilà, donc c'est quand même riche de symbolisme. Après, il y a forcément des choses qui vont vous parler peut-être plus ou moins quand vous allez faire vos tirages. Des fois, ça va être les associations planétaires peut-être. Ça peut être un des symboles. Ça peut être le nom de la carte. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est... Du coup, c'est un oracle qui a quand même pas mal de choses qui permettent de se lancer... Voilà, ici on a le renard, on a aussi l'œil, on a beaucoup de choses quand même. On a le mot vision, la santé, l'harmonie, l'ingéniosité et la polyvalence. Voilà. Je ne sais plus si je vous ai montré le dos de deck. Donc le dos de deck est comme ceci, c'est un peu jaune orangé. Alors c'est pas une de mes couleurs préférées. Mais bon, le jeu s'appelant Oracle du Soleil, on se doute que le jaune peut potentiellement être une couleur qui est choisie pour le deck. Voilà, donc le dos, je suis pas forcément très fan parce que je trouve que ça va pas forcément avec le reste des couleurs utilisées dans le jeu. C'est pas... Vous voyez, limite, il aurait été comme ça. Je trouve que ça aurait été mieux que ça. Ça aurait mieux été avec le reste du jeu.
Alors ensuite, les cartes donc sous l'influence de la lune, donc on a l'exaltation, la protection. Mais je trouve que déjà rien qu'avec en fait le mot-clé et les images, on a de quoi faire, surtout si ça vient compléter un autre tirage. L'ordre, bah là, oui, on voit bien que tout est bien ordonné, etc. Donc il y a une idée de rigueur, de régularité, d'organisation, etc. Et après, c'est vrai que quand on a un petit peu une connaissance des signes astro, etc., bon, bah, à force, je pense que ça permet d'assimiler ce genre d'informations. Donc, le pragmatisme avec le Capricorne. Oui, du coup, c'est pas mal aussi, vous voyez, pragmatisme, Capricorne, on sait que c'est un signe de terre. Bon, voilà, c'est... petit à petit, voilà, ça permet de faire des associations d'idées aussi et d'apprendre petit à petit l'astrologie. L'adaptabilité, donc on a différentes influences. Hein. On avait tout à l'heure, on avait du vaudou, là on a des influences égyptiennes. Ici, ça fait plutôt indien. Des fois, ça fait un peu gravure ancienne. Enfin voilà, on a beaucoup d'influences différentes, je trouve, qui sont mélangées dans ce jeu. Et c'est ça aussi qui le rend intéressant visuellement. Celle-ci, je la trouve super belle. J'adore le dégradé ici. Donc, le pouvoir. L'indépendance. Voilà, puis c'est plein de symbolisme dans les cartes. Le compagnonnage. Et la reconnaissance. Et l'optimisme. Voilà, donc ça c'était pour les cartes régies par la lune. On continue les cartes régies par Mars. Donc l'autorité, qui peut nous faire penser un petit peu à la figure de l'empereur dans le tarot. La vengeance, la fuite, l'égoïsme. Je trouve ça parlant ce coq ici, faire le coq, etc. La dispute. Et vous voyez, c'est intéressant parce que les énergies martiennes, c'est des énergies souvent de confrontation, assez conflictuelles, etc. Et je trouve que cette disposition de la carte met en évidence aussi certaines choses. Le choix. Hein, donc ici, on a l'épanouissement avec la rose. Ici, on a les pieds bloqués, on a le blocage. Donc, peut-être voilà, le choix entre le cœur et la raison. Voilà, on peut faire beaucoup de choses de ces cartes. La décision. L'impulsivité. La rébellion. La critique. La domination et la défense. On continue avec les cartes sous l'influence de Saturne. Donc la perte, l'isolement, la charité, le risque, les richesses, l'ostentation, l'excentricité, la générosité, l'épanouissement. On a quand même plutôt l'idée d'un épanouissement financier, hein, ici. L'héritage, la concentration et la dévotion. Voilà, et puis le fait de les remettre de temps en temps aussi comme ça par planète, ça permet de mieux saisir aussi l'influence générale ou un petit peu l'énergie globale d'une planète. Est-ce que c'est quelque chose plutôt positif, vers quoi c'est orienté? Voilà, je trouve c'est intéressant de le retrier aussi.
Donc ici, Jupiter, donc la séduction, les principes, négociation, la spéculation, la patience, la notoriété, la manipulation, la simulation, le contrôle, l'innovation, l'entreprise et le statut. De la même manière que vous pouvez les classer de temps en temps par planète pour avoir l'énergie globale de la planète, vous pouvez aussi les classer par signe pour avoir un petit peu en tête les différentes facettes des différents signes du zodiaque. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, donc Vénus, donc les convenances, la soumission, le flirt, la convoitise, l'idylle, l'indécision, la discrimination. Donc c'est pas la discrimination dans le sens le racisme, hein, c'est le fait de bien faire la différence entre les différentes choses. Hein, je pense que ça vient de la traduction en fait de l'anglais. Voilà, ça peut être aussi la catégorisation, la différenciation. Voilà. La flatterie, la liaison, les secrets, la naissance et le détachement. Il y a un petit côté des fois un petit peu cabinet de curiosité, je trouve, dans ces cartes. Voilà, il a un côté un petit peu mystérieux, très symbolique. Et donc les dernières, donc sous l'influence de Mercure, donc l'influence, justement, l'originalité, l'inspiration, la découverte, l'extrémisme, la mise en scène, l'agitation, la résistance, l'excitation, l'intuition, la prudence, l'organisation. Voilà. Donc, nous avons fait le tour des 84 cartes et du livret. Donc, mon avis sur ce jeu, bon, déjà, visuellement, voilà, ça correspond à mes attentes. Il me plaît beaucoup. Les cartes, donc, se mélangent très, très bien. Donc, mon exemplaire a un petit problème de coin qui remonte dans les diagonales. Mais ça, je pense que... Je sais pas, c'est peut-être dû aux conditions de stockage du jeu, ou je sais pas, quand il a été fabriqué, ou... Voilà, je sais pas trop, mais c'est pas dramatique et c'est pas gênant. Il se mélange très très bien, donc ça fait quand même un deck un petit peu épais, hein, 84 cartes. Mais du coup, le fait que les cartes soient assez petites, ça permet d'avoir une bonne prise en main et de bien pouvoir le mélanger. Je trouve que c'est très, très agréable à mélanger comme jeu. Le carton glisse bien comme il faut. Les cartes n'étaient pas collées entre elles ni rien. Donc voilà. Donc je vous propose qu'on en prenne une et puis qu'on aille voir un petit peu comment c'est rédigé dans le livret. Et puis ça nous fera un petit peu une petite guidance. Sinon, pour ma part, pour l'instant, donc je l'utilise plutôt en intuitif, en partant du mot-clé. Et puis, en regardant ce que les illustrations m'évoquent. Souvent, en plus, ça vient un petit peu plutôt en complément d'un tirage. Je fais ça pour compléter des tirages de tarot. Donc, soit ça va venir orienter mon tirage, soit ça vient apporter des précisions. Mais en tout cas, ouais, je l'aime très... ouais, je l'aime beaucoup comme ça pour associer avec d'autres jeux.
Et en plus, je pense qu'il peut matcher avec pas mal de choses. Donc c'est je pense, un bon jeu à avoir dans sa collection. Donc hop, on va couper. Et puis, donc, on va en prendre un. On va essayer de rester concentré. Et on a donc la soumission. Hop. Donc la soumission, on est donc Vénus en Poisson dans la 12e maison. Donc Vénus en Poisson. Alors, je ne sais pas dans quel ordre c'est. Vénus en Poisson. Voilà. Donc hop, je vais dézoomer. On va se remettre sur un. Hop là, je vous le mets ici, à côté de moi. Donc, Vénus en Poisson. Donc, Vénus, l'amour. Poisson, la compréhension, la bienveillance, le sacrifice. Un oiseau dans une belle cage posée dans l'encadrement d'une fenêtre drapée décorativement. Dehors, on aperçoit le soleil dans le ciel sous la forme du glyphe de Vénus. La porte de la cage est ouverte, mais l'oiseau reste à l'intérieur. Personnel, les Vénus poissons sont extrêmement sensibles et leur imagination romantique peut les amener à s'inventer leur propre réalité concernant leurs amis et leurs proches. Les personnes avec cette combinaison ont besoin de recevoir régulièrement des témoignages d'amour et sont susceptibles de se laisser berner par le manque de sincérité des autres. L'aspect de cette combinaison indique également un talent artistique qui peut s'épanouir dans un environnement sensible et appréciatif. Cette haute sensibilité des poissons peut se manifester par un grand talent créatif et s'exprimer sous la forme d'œuvres artistiques, poétiques ou musicales inspirées, ce dont leur permet de puiser dans l'inconscient collectif et d'obtenir un grand succès auprès du public en exprimant l'esprit de leur époque. Cependant, leur extrême sensibilité et leur imaginaire romantique peuvent les amener à idéaliser leurs proches. Il ne serait pas surprenant qu'ils nourrissent un fantasme ou qu'ils aient un amour secret à un certain moment de leur vie. La gentillesse et la bienveillance intrinsèque des Vénus poissons peuvent les conduire à avoir constamment besoin de quelqu'un ou de quelque chose à qui prodiguer ces qualités. Les personnes avec ce type de personnalité sont cependant extrêmement vulnérables à la tyrannie affective et doivent faire preuve d'une bienveillance extrêmement sélective. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique une certaine timidité sur le plan social qui peut mener à l'isolement et à la frustration sentimentale. Ce qui, à son tour, peut engendrer un sentiment de martyr que la personne sublimera dans une expression religieuse ou spirituelle. Pour certains, elle peut représenter un véritable amour de la solitude et du calme. Événement, se sentir prise au piège de l'amour, céder au nom de la tranquillité, rester dans une situation délicate que l'on pourrait facilement quitter. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Des fois, je ne vois pas forcément toujours le lien entre l'interprétation du livre et le nom choisi pour la carte. Et ce qui est représenté, oui, là, à la fin, vous voyez, rester dans une situation que l'on pourrait facilement quitter. Moi, c'est cet aspect-là qui ressort dans l'image et avec le mot soumission. Le reste, bon, je ne l'ai pas vraiment dedans. Voilà, donc c'est ce que je disais, hein, des fois, les cartes, elles sont bien en rapport avec le texte. Des fois, on cherche un peu plus. Voilà, donc je suis un peu perplexe par rapport au livret, mais en tout cas, je le trouve intéressante pour apprendre à mieux connaître les différents signes. Mais voilà, c'est vrai que du coup, pour utiliser dans les tirages, comme je vous disais, j'ai plutôt une approche intuitive où déjà, moi, je fonctionne beaucoup par mots-clés. Je pourrais avoir des jeux avec juste des mots sans images. Ça me lance, avec des associations d'idées. Et donc là, soumission, image, bon, voilà, moi c'est comme ça que je vais fonctionner principalement. Donc voilà, je vais pas toujours retrouver forcément exactement ce qui est indiqué dans le livre.
J'espère en tout cas que cette petite présentation, enfin petite, non, elle est déjà assez longue, vous aura permis de vous faire une idée sur cet oracle si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis quant à ce jeu, parce que moi j'ai pas beaucoup de recul encore dessus. Voilà, et puis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo tout ce temps avec moi si vous êtes encore là. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres présentations de jeux. Bye bye!